Bonjour à tous, Nicolas Rouillère, je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j. On a un agenda un petit peu chargé aujourd'hui, on va parler de performance à l'échelle de Neo avec, il y a quelques mois maintenant, une démonstration qui a fait couler de l'encre puisqu'on est allé jusqu'à 1 trillion de relations 10 puissance 12 pour un graphe Neo4j. Donc on va présenter tout ça. Comment on passe à l'échelle chez Neo, quels sont les axes de passage à l'échelle, et puis avec évidemment une démonstration de tout ça. On va ouvrir le capot du Trillion Graph. Alors, tout au long du webinaire, on aura des petites questions pour mieux vous connaître. Elles s'afficheront au niveau des sondages. Merci, merci Salim pour la bonne fête. Et puis, c'était hier. Et donc voilà, est-ce que vous utilisez déjà Neo? Est-ce que c'est l'édition communautaire entreprise ou pas encore? Et puis, sans plus tarder, on va commencer le sujet du jour. Alors, quelques actualités chez Neo4j. La première que j'ai à vous dire, je vais vous parler de la version 4.4 dans une seconde, mais on va être présent au WAICF, donc le World Artificial Intelligence Cannes Festival. C'est en février 2022 et on aura un stand là-bas. Donc si vous êtes en région PACA ou si vous voulez faire un petit voyage là où il y a plus de soleil et parler d'intelligence artificielle, eh bien on vous accueillera sur notre stand avec plaisir. On aura aussi un atelier sur l'intelligence artificielle et les graphes. Autre chose que je mentionne, mon collègue Pierre Altermeyer est en train de faire un exercice de code, Advent of Code, sur tout le mois de décembre. Et donc, il continue, il y a des petites épreuves chaque jour. Et cette fois, il a décidé de faire Advent of Code avec du Cypher. Donc, suivez un petit peu ça sur Twitter. C'est vachement sympa. Alors, sur la 4.4, très important. Donc, elle vient de sortir et il y a beaucoup de nouveautés. Alors, on peut dire que d'abord, c'est au niveau des développeurs, on a pas mal de choses. Au niveau de Cypher Shell, de l'API HTTP, la possibilité de faire de l'impersonnation d'utilisateurs. On a, pour tout ce qui est transactions en écriture, on a une instruction call in transactions qui va permettre de traiter par l'eau des écritures beaucoup plus rapidement. Beaucoup de choses aussi au niveau des index, donc des index natifs texte qui vont pouvoir permettre une recherche plus performante. Tout ce qui est passage à l'échelle et haute dispo avec ce qu'on appelle les databases remote. Pas mal de choses pour le cloud, et notamment des images cloud pour la graph data science. Le support ARM, donc sur les Mac, pouvoir lancer des images Docker, Neo4j facilement. Voilà, pas mal de choses au niveau de l'administration. Et un point important sur la sécurité, on va avoir le SSO intégré dans Neo4j 4.4 avec le support d'Azure AD, de Google Auth, de Keycloak et d'Okta. Voilà. Donc, c'est la dernière release 4.4 de la version 4.x. Et ce sera aussi la version qui sera en long time support. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a eu, il y a quelques jours, le rapport Forrester qui montre le ROI, le retour sur investissement de l'adoption d'une base graph. Et donc, c'est une étude basée sur l'investissement dans une base graph pour un projet informatique et pour réaliser plus de valeur business. Donc, c'est un calcul sur 3 ans qui montre qu'il y a un ROI de 417%. Et puis, surtout sur la valeur business, mais aussi sur l'économie qu'on fait
dans l'innovation et dans la gestion de l'IT. Donc, regardez ça aussi, c'est vraiment instructif. Ça aide aussi à convaincre sur l'adoption des bases graphes. Et puis, c'est un exercice qu'on fait avec nos prospects et clients systématiquement. Donc, essayer de calculer ce ROI avant d'adopter, avant de prendre la décision, notamment en réalisant des preuves de concept. Alors, sur le passage à l'échelle de Neo4j, le cœur du sujet, on va aborder quelques notions de base et on va se dire, le passage à l'échelle, la scalabilité, il n'y a pas de définition canonique. Il faut toujours demander à son client ce qu'il veut faire. Ça, c'est la première chose. Autrement dit, raffiner un petit peu la question, comment le système va se comporter si on modifie la charge? Si je veux un débit multiplié par 2, est-ce que j'ai besoin de multiplier par 2 les ressources de mon système ou de les multiplier par 10? Donc il faut toujours se dire quelles vont être les variabilités du système. Est-ce que je veux augmenter en écriture ou plutôt en lecture? Est-ce que je vais avoir des requêtes complexes? C'est tout ça qu'il faut regarder en particulier. Alors, les 3 axes de passage à l'échelle de scalabilité, c'est les 3 composantes d'un serveur, RAM, CPU et entrée-sortie. Alors, la taille du graphe avec les nœuds et les relations, ça va déterminer peu ou prou la RAM nécessaire, notamment si je veux exécuter le programme en cache. Alors, imaginez un graphe avec 1 trillion de relations. Si on veut avoir des bonnes performances et que les requêtes, les résultats des requêtes sont les nœuds, les relations sont en RAM, donc dans le cache, eh bien, ça requiert un certain nombre de ressources RAM et donc une facture sur Amazon ou autre qui est relativement conséquente. Ensuite, il y a le nombre et la complexité des requêtes et qui va déterminer le nombre et la puissance des processeurs, des CPU. Pour un usage Graph Data Science, on a souvent besoin d'un peu plus de processeurs, d'un peu plus de puissance CPU. Et enfin, le taux d'écriture va déterminer la puissance I/O requise, la puissance en entrée-sortie sur les disques. Et c'est là qu'il faut absolument penser à optimiser les requêtes, à utiliser les mots-clés, les instructions explain et profile pour se rendre compte du plan d'exécution de la requête avant de passer à une volumétrie plus importante. Quelques cas d'usage sur les performances dans le monde réel avec Neo4j. On va parler un petit peu d'Adobe, de Meredith, d'ATPCO et autres. Alors, sans plus attendre, sur Adobe Behance, c'est un système pour des utilisateurs qui reçoivent des alertes via des fils d'activité. Donc vraiment un système collaboratif de partage de travail, de projet. Donc communication très importante. Et on est passé en fait dans ce projet de modernisation, on avait 125 serveurs Mongo, 48 instances Cassandra, 18 millions d'utilisateurs simultanés et un modèle de données un petit peu rigide, optimisé pour la lecture et une utilisation des ressources très élevées. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu réduire de 10 fois la taille des données par rapport au système Cassandra. Et on a réduit en fait à 3 instances Neo4j le système, de 50 Tera à 50 gigas, et finalement un TCO divisé par 5. Sur les mises à jour de données, ces mises à jour, elles prenaient de 12 à 30 minutes sur la précédente plateforme, et elles s'effectuent en 100 millisecondes désormais. Du côté business, du côté utilisateur final, eh bien, c'est vraiment l'accélération de l'inscription à l'activité initiale qui a été très significatif. Autrement dit, la première expérience sur la plateforme, elle était compliquée et elle a vraiment été accélérée par Neo. Deuxième exemple, eBay a sur l'application mobile ce qu'on appelle un shopbot. Donc, je peux poser des questions, je peux me renseigner sur les produits et puis pour passer à un acte d'achat. Et j'ai des produits avec 150 000 attributs et c'est très difficile de faire fonctionner des conversations en parallèle sur ces produits. Donc c'est
Le problème aussi, c'est de garder le contexte de l'utilisateur. Si on utilise une boîte de recherche qui n'a pas l'historique ou qui n'est pas connectée au produit, eh bien, l'utilisateur doit trier les résultats manuellement et l'expérience sur une application qui plus est mobile est désastreuse. Et puis, il fallait passer à l'échelle pour des conversations sur des milliers de produits. Donc, on a 16 milliards de relations dans ce modèle transactionnel, 0,5 milliards de nœuds. Et on utilise comme techno donc, un graphe de connaissances Neo sur les produits, de l'intelligence artificielle intégrée, donc la librairie Graph Data Science, et le traitement automatique des langues pour converser avec la voix directement avec l'instance Neo. Et résultat, 11 milliards de dollars de ventes mobiles avec 160 millions d'utilisateurs eBay actifs. Dernier cas d'usage sur lesquels on zoome, Dun & Bradstreet sur la détection de fraude, avec 350 millions d'enregistrements uniques sur les entreprises. Et en fonction de ces enregistrements sur les entreprises, eh bien, on va essayer de voir s'il y a des antécédents des clients. Donc, il faut un temps de réponse très rapide. Et une seule investigation, elle prenait de 10 à 15 jours en mobilisant des personnes clés longtemps. C'est un graphe avec 400 millions de nœuds et des nœuds qui vont connecter 100 millions d'actionnaires. En gros. Voilà. Derrière, l'amélioration, c'est vraiment l'interrogation accélérée. Donc, en termes de ROI, on parle surtout de temps d'expertise passé, mais à la fin, c'est beaucoup plus d'investigations qui sont possibles. Voilà pour les cas d'usage. Alors, je vais en citer d'autres rapidement. On a Meredith Corporation, identifier les profils anonymes. Vous savez qu'on est de plus en plus aveugle sur Internet avec les cookies. On ne peut pas forcément passer les cookies avec les nouveaux navigateurs d'un site à l'autre. Donc, Meredith se retrouve avec des cookies anonymes. Et il s'agit en fait de faire du master data management et d'aller chercher des profils uniques à partir de cookies individuels. Donc, c'est 14 milliards d'enregistrements anonymes qui sont convertis en 163 millions de profils uniques et pour une augmentation de 612% des clics sur les publicités. ATPCO, c'est un moteur de calcul de prix de calcul de prix pour les compagnies aériennes. Et en fait, c'est une compagnie qui est une joint venture de la plupart des compagnies aériennes mondiales. Voilà. Et donc, il s'agit de calculer ces itinéraires avec le prix en face. Et en fait, à un moment donné, il y a quelques milliards de possibilités. Donc, il faut aller chercher dans le graphe des optimums. Et ce moteur de tarification, il est utilisé régulièrement par des compagnies aériennes. Avec l'armée américaine, on a ce challenge de gérer la nomenclature des pièces, leurs coûts, les équipements associés, la durée de vie, et puis les scénarios logistiques. Donc des analyses de type what if. Et qu'est-ce qui se passe si jamais un fournisseur lâche pour telle opération, etc. Donc la commande et le remplacement des pièces, c'est 7,5 fois plus rapide et plus précis. Et ça permet aussi une réactivité et une flexibilité à différents scénarios de l'armée américaine. Enfin, je citerai Boston Scientific, la recherche de composants défectueux. Donc, c'est difficile dans la chaîne de fabrication des composants pour l'industrie pharmaceutique d'identifier ces composants en défaut. Et donc, il faut remonter souvent très loin dans la chaîne d'approvisionnement et les solutions classiques ne fonctionnent pas. Donc, là, on utilise un graphe de connaissances pour modéliser et analyser la complexité de ces produits. Et les temps de réponse sont réduits de 2 minutes à 1 seconde. Et surtout, ça permet un cas d'usage d'anti-recommandation. On parle souvent de moteur de recommandation dans les graphes, mais là, c'est l'anti-recommandation, c'est-à-dire qu'on va éliminer les mauvaises combinaisons de composants, celles qui aboutissent à des choses qui sont défectueuses ou pas faisables industriellement, et on fait des économies en éludant ces composants. Voilà, peut-être un dernier pour la route, la planification et optimisation des itinéraires des conteneurs. Dans la tension de la supply chain actuelle, on voit bien à quoi ça peut servir. Donc, Orbit AMI permet de
planifier les routes maritimes et beaucoup plus rapidement trouver une robustesse à ces routes maritimes. Voilà, alors, deuxième petite question pour bien garder l'esprit vif. Est-ce que vous rencontrez des problématiques de passage à l'échelle dans votre projet de graphe? Oui, non, ou je n'ai pas de projet de graphe pour le moment. Voilà. Je laisse la question s'afficher et on va enchaîner pour continuer notre voyage dans la scalabilité. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une architecture qui est compatible avec tout ce qui est cluster. On peut distribuer nos graphes sur plusieurs instances. Donc, on va s'adapter, l'architecture va s'adapter aux besoins de l'entreprise dans les situations réelles. Donc, on va essayer de minimiser les coûts et le matériel en maximisant les performances sur l'ensemble des données connectées. Par quoi ça va se traduire? Eh bien, on va avoir différentes échelles, justement. C'est bien de fixer un peu les idées. On pourrait se dire que déjà, d'1 million à 1 milliard d'objets, on va plutôt être sur des clusters qui vont être éventuellement répliqués, mais sur des architectures assez simples. Ensuite, sur des graphes transactionnels, peut-être de 100 millions à 100 milliards de nœuds, et puis les relations qui vont avec. On va être sur des clusters répliqués plus importants, et on va avoir peut-être un passage à l'échelle. On va peut-être commencer à distribuer un petit peu les graphes. Et puis, pour des graphes d'activité et de comportement, par exemple avec des événements d'objets connectés, on va aller sur également du sharding. On va être amené à scinder certains graphes en plusieurs. Voilà. Mais il faut aborder ce sharding, justement, qu'on va voir pour le trillion graph, que si on en a besoin. Et c'est important de bien fixer les idées. Alors, quelle est cette architecture illimitée pour le passage à l'échelle? Eh bien, on a des serveurs core qui permettent de synchroniser les transactions, donc assurer l'acidité, donc que les transactions soient atomiques, cohérentes, isolées, durables. Et au sein de ces serveurs core, en lecture-écriture, on va écrire une transaction et l'ensemble du quorum va être mis à jour avant de renvoyer OK à la transaction. Ensuite, on va avoir des read réplicas qui vont être taillés plus ou moins importants en termes de RAM, CPU, pour pouvoir répondre à la charge en lecture des applications clientes. Ce qui est important, c'est de voir les caractéristiques de cette architecture distribuée. Donc, une disponibilité continue en écriture et en lecture. Une disponibilité qui est mondiale. On peut distribuer les clusters Neo4j en multi-data center et même géodistribuer l'architecture. On peut avoir aussi des workloads particuliers de Graph Data Science et passer à l'échelle également ces jobs analytiques. Et puis, on peut avoir des clusters hybrides à très grande échelle. Et c'est là qu'on va parler de Neo4j Fabric. Donc, on peut monter en charge horizontalement les lectures en ajoutant simplement plus de read replica, et ce n'est pas un problème. Ce sera juste des clones de la base de données graph qui seront utilisés uniquement en lecture. Alors, Fabric va nous permettre d'aller à l'échelle horizontale en illimité. On va diviser nos jeux de données graph sur plusieurs serveurs. Donc, c'est une division d'un graphe en autant de machines physiques que nécessaire. Et ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Comment on va faire? Parce que les graphes, c'est connecté. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on divise, justement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des relations qui vont devoir passer par le réseau? Donc, on voit bien que la modélisation va être structurante dans ce problème-là. Comment est-ce qu'on va distribuer un graphe? Ce n'est pas la même chose de distribuer un graphe que de distribuer des données qui sont déjà séparées, qui n'ont aucune relation entre elles. Donc, le problème est plus complexe. Alors,
Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, Neo4j Fabric, c'est la technologie pour le passage à l'échelle horizontale illimitée et pour le trillion graph, donc ce benchmark qui nous a permis de montrer les performances à l'échelle de Neo4j sur un gros graphe avec 1 trillion de relations. Alors, question 3, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Neo4j Fabric? Oui ou non? Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, Fabric, ça va permettre... Fabric, en fait, c'est une sorte de proxy base de données. Donc, c'est une base de données Neo4j qui permet d'interroger des bases de données graphes disjointes. Donc, je vais faire des requêtes Cypher sur cette base de données Fabric et ces requêtes vont aller chercher des informations dans ces instances disjointes. Donc, ça permet une vue unifiée des données locales à chaque base de données. C'est accessible via une unique connexion client. Et on va pouvoir monter en charge les opérations en lecture-écriture. Ça va permettre aussi d'avoir un temps de réponse prédictible et une haute disponibilité pour les gros volumes de données sans SPOF, sans single point of failure, sans point unique d'échec. Alors, vous voyez sur le petit schéma en bas que je peux aussi mettre plusieurs fabriques pour justement que ce point-là ne soit pas un SPOF. D'accord ? On va voir qu'il y a 2 modes de fonctionnement de fabrique. Donc le sharding, je vais pouvoir opérer sur un seul grand graphe, et puis la fédération, je vais interroger des graphes disjoints. Et on va aller sur une démonstration sur la fédération. Alors, le sharding, hein, je vais scinder les jeux de données de graphes à grande échelle en petits morceaux. Pourquoi? Uniquement quand j'ai besoin de le faire. La plupart du temps, je vais pouvoir stocker l'ensemble de mes données connectées dans un seul graphe Néo, et c'est très bien. Mais dans certains cas, je peux avoir besoin d'isoler certaines informations. Isoler des données de ressources humaines pour se conformer à des règlements, GDPR par exemple. Ou alors la localisation des données dans certaines zones géographiques, isolées du reste. Je voudrais aussi pouvoir minimiser la latence des requêtes dans diverses régions. Donc, je voudrais stocker des fragments de bases de données au plus près des utilisateurs. Et puis, tout simplement aussi, quand j'arrive à des dizaines de milliards de nœuds, donc ce n'est pas tous les clients, d'accord, des dizaines de milliards de nœuds, je voudrais le scinder de façon efficace en graphes plus petits. Je veux contrôler le matériel que j'utilise, ma facture cloud, et je vais essayer de conserver les performances souhaitées par les utilisateurs. Alors, la fédération, elle va permettre les requêtes sur les graphes disjoints. Je vais rassembler plusieurs graphes. Je vais pouvoir interroger, par exemple, un graphe de vente, de ressources humaines, de marketing, de fabrication, et je vais pouvoir faire des requêtes sur tous ces graphes en même temps, même s'ils ont des schémas différents, comme s'il s'agissait d'un seul grand graphe. Voilà. Donc, c'est comme si je pouvais aussi, j'imagine que je suis à partir de Fabric, et puis je vais rebondir d'un graphe à l'autre. Je vais aller chercher une information dans un graphe, la stocker en mémoire, et puis aller chercher à partir de cette clé d'autres informations dans d'autres graphes. Voilà. Donc, je peux rechercher les informations de tous les graphes de toute mon entreprise avec une seule requête Cypher. Donc ça, c'est hyper puissant. Imaginez, vous avez votre cerveau, vous pouvez faire une requête dans votre cerveau, c'est normal, vous êtes l'hôte local. Et puis là, c'est un peu comme si vous étiez connecté à d'autres cerveaux et vous pouvez aller interroger l'intelligence d'autres personnes. Bon, on n'en est pas là. Mais finalement, au niveau des données informatiques, c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. C'est interroger des cerveaux isolés et ramener plus d'intelligence. Imaginez que vous ayez tout simplement des projets informatiques avec Neo4j différents dans différentes entités
d'un groupe et vous voulez recollecter tout ça. Avant de prendre la décision éventuellement de fusionner les graphes, s'il y a l'occasion de le faire, peut-être que vous pouvez tout simplement mettre un serveur Fabric et interroger les deux graphes ensemble. Alors, plusieurs modes de déploiement de Neo4j Fabric. Première chose, une seule instance Fabric, et puis mes instances Neo4j avec des graphes différents. D'accord? C'est le premier mode de déploiement. Deuxième mode, je vais avoir un déploiement Fabric sans single point of failure, et donc je vais avoir deux fabriques qui vont adresser les mêmes bases en dessous. S'il y en a une qui tombe, l'autre est toujours là. Troisième mode, cette fois, je vais avoir un déploiement Fabric avec passage à l'échelle, donc toujours sans SPOF, donc deux fabriques. Et puis aussi ici, je vais avoir des clusters avec des serveurs core, donc de la haute disponibilité dans les bases qui sont consultées par Fabric, et éventuellement des réplicas de données pour passer à l'échelle en lecture et en écriture. Alors, on va voir un petit exemple. J'espère que ça va jusque-là. Et on va ouvrir un peu le capot du Trillium Graph. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Je vois qu'il est 11h29. Pierre, est-ce qu'il y a des questions qui mériteraient qu'on... Il y a une question, Nicolas. Ouais. Mais je pense que c'est mieux de les prendre à la fin, honnêtement. Ok, comme vous voulez. Eh bien, on enchaîne. Alors, on va parler cette fois de sharding et de fédération avec un jeu de données qui est un jeu de données qu'on n'a pas inventé. Il est fourni par le respecté LDBC, c'est le Linked Data Benchmark Council. Donc c'est un organisme européen qui a déterminé comment tester à l'échelle des graphes et qui a proposé des modèles de données qui sont ensuite implémentés par les différentes technologies. Ce n'est pas eux qui implémentent la génération des jeux de données, ni le testing. Par contre, eux, ils donnent un cadre. Donc, comment on génère le jeu de données et comment on teste. Donc, c'est très, très précis. Et donc, si on veut faire un benchmark LDBC, on ne peut pas sortir du cadre et définir soi-même ces normes de test. Donc, ça permet de bien voir d'abord ce que c'est qu'un graphe social. Effectivement, là, l'idée, c'est qu'on a dans notre jeu de données des personnes qui ont des centres d'intérêt, eux-mêmes typés dans des classes. Ces personnes sont localisées dans des villes, elles-mêmes dans des pays. Donc il y a des niveaux hiérarchiques dans les tags et puis aussi dans les localisations. Ensuite, ces personnes, elles vont être membres de forums. Et elles vont poster des messages, des posts dans ces forums. Sur ces posts, il va y avoir des commentaires. Et puis sur ces commentaires, il va y avoir aussi des commentaires. Les forums sont liés à des tags, sont aussi localisés dans des pays. Les posts sont liés à des tags, donc il y a des tags dans les posts. Et les commentaires aussi sont liés à des tags. Et là encore, les commentaires, les posts, les forums sont localisés. Donc, ce graphe, si on veut le passer à l'échelle, on se rend compte que, ah oui, il y a aussi des personnes qui connaissent d'autres personnes. C'est un réseau social. Donc, si je passe à l'échelle, je vais avoir des millions, voire des milliards de personnes sur des réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc, c'est des milliards de personnes, des milliards d'abonnés. Cette relation knows, donc une personne connaît une personne, ça va être quelques milliards. Mais maintenant, les forums, les posts et les commentaires, c'est cette partie-là qui va croître très très vite. Donc, si j'ai un matériel limité au niveau d'une instance Neo4j, peut-être que les forums, les posts et les commentaires vont me faire arriver à cette limite de matériel. Parce que
Ça, c'est vraiment la partie qui va croître le plus. On pourrait se dire, quelques milliards de nœuds et de relations personnes, ça va tenir sur une instance. Mais avec les forums, les posts et les commentaires, ça risque d'aller buter sur des limites physiques. Donc, on a pris la décision, lors de ce benchmark Neo4j, de faire la chose suivante. Je crée donc un seul shard qui comprend les personnes, leur centre d'intérêt, là où ils habitent, et puis les relations nodes. D'accord. Et puis les forums, en fait, ils vont être distribués, alors c'est pas forcément géographiquement, mais on va avoir des forums, les posts qui sont faits sur ces forums et les commentaires qui sont faits sur ces posts, avec le lien avec les personnes. Mais par contre, on ne va pas conserver toutes les informations sur les personnes et notamment qui connaissent. Donc on choisit de distribuer comme ça ce graphe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on a plusieurs shards de forums et on les fait monter, en charge. Donc au début, on a un shard personne et 10 shards forums. Donc avec 11 milliards de nœuds et de relations. Ensuite, on passe à l'échelle. On a toujours un shard avec les personnes et 100 shards avec les forums. Et on a 108 milliards de nœuds et de relations. Et enfin, on passe à 1000 shards de forums. Donc ça veut dire que, et on a toujours, et c'est ça la pertinence de la démonstration, on parvient sur des requêtes complexes qui, là encore, sont conçues par le LDBC. Ce n'est pas Neo4j qui conçoit les requêtes, on les implémente. Et quelles sont les requêtes de traversée complexes? Par exemple, passer d'une personne à un ami d'un ami et aller chercher les posts qui ont été effectués et s'il y avait des tags dedans, etc. Donc, traverser vraiment le graphe en profondeur. Et bien, sur ces requêtes-là, on garde un temps de latence stable en dessous de 20 millisecondes. Donc, j'augmente la taille des données. J'augmente en écriture, voilà, en fonction de cette taille. J'écris toujours plus dans les forums, les posts, les commentaires. Et je garde une stabilité en lecture, en temps de réponse de lecture. Alors, on l'a montré, il y avait une petite interface qui montrait justement cette croissance. On avait 3 serveurs fabriques et qui permettaient de faire cette montée en charge. Au début, donc, on est à 10 shards de forum. Voilà, 11 milliards de nœuds de relations. Et puis, on est toujours donc on est à 20 millisecondes, moins de 20 millisecondes en latence de ces requêtes. Ensuite, on lance la deuxième fabrique et on écrit sur les 100 forums. On est toujours à moins de 20 millisecondes en latence. Et puis, cette fois, on passe à l'échelle, on lance la troisième fabrique. Et cette fois, on a plus de 1100 shards sur AWS. Donc 1,2 trillion, donc 10 puissance 12 relations. Et on est toujours à cette latence de 20 millisecondes. Alors, on peut être... oui, mais où est le truc? On a mis en open source ce framework de Trivium Graph. Vous pouvez retrouver sur GitHub. D'accord. Donc, il y a à la fois le générateur des données et comment on requête, et puis l'application web qui permet d'afficher au fur et à mesure les performances en lecture des requêtes. Alors, il y a des petits enseignements et quelques chiffres. Donc, c'est un peu pour dire, finalement, d'abord, le passage à l'échelle d'un graphe ne se fait pas comme dans d'autres technologies. Il faut qu'on dise à quoi correspond ce passage à l'échelle. Là, en l'occurrence, il s'agit de pouvoir gérer un réseau social à l'échelle
éventuellement distribués géographiquement, en tout cas sur plusieurs pays. Donc le truc intelligent à faire, c'est d'investir dans la modélisation. Qu'est-ce que je vais distribuer et comment? Et comment je conserve les liens donc entre les personnes et les forums, tout en ne conservant pas tous les liens dans tous les shards. C'est ça qui est éventuellement complexe, qui réclame un petit peu de jus de cerveau. Comment est-ce qu'on va distribuer notre graphe? Voilà, donc 3 processeurs fabriques, 1128 shards, forum, et un shard personne, c'est suffisant. Donc chaque shard forum contient 900 millions de relations, 182 millions de nœuds. Donc ce n'est pas non plus des petites instances. Le shard personne, il contient 3 milliards de personnes, donc gros réseau social planétaire, et 16 milliards de relations entre eux. Et au global, ce jeu de données, il représente 280 Tera et donc 1 trillion de relations. Ça nous a pris 3 semaines, depuis la conception jusqu'au résultat final. Et le coût, aïe aïe aïe, donc 400 $ par heure en fonctionnement maximal. Donc, heureusement, on ne l'a pas fait fonctionner trop longtemps. Mais voilà, ça nous a coûté un peu, mais pour montrer effectivement ce passage à l'échelle, et ça valait le coup. Alors, vous pouvez retrouver la vidéo de tout ça sur notre conférence Nodes 2021. Alors, et je vais passer à la démo. Une petite question. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous avez des questions sur le passage à l'échelle sur votre projet de graphe, n'hésitez pas à nous le dire et on se fera une joie de vous contacter, de vous recontacter. Mais je vais passer à la démo, j'ai des petites références. Est-ce que, toujours pareil, je pense que je vais faire la démo, Eva, et qu'on passera à la question à la fin. J'ai pas une démo trop longue, donc ça devrait aller. On fait comme ça? Ouais, pour l'instant, on a 2 questions. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Il faudra juste me dire si c'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais tout vous partager, c'est-à-dire que je vous partage mon... Ah, un petit problème. C'est pas grave. Bon, je ne vais pas tout vous partager puisque je devrais me reconnecter à mon compte Amazon. Donc, je vais vous partager ça. Donc, j'ai des instances AWS et je vous partage les adresses IP puisque de toute façon, je vais les arrêter après. Donc, j'ai une instance que j'appelle Fabric. Ça, c'est son rôle. Et je vais vraiment être dans une conformation où j'ai un proxy Fabric et plusieurs shards. Je vais avoir un shard personne, donc qui contient les personnes et leurs relations entre elles. Donc, une personne connaît une autre personne. Et je vais avoir 2 shards. Alors oui, j'ai pas la carte bleue Neo4j, donc je ne peux pas passer à 1 trillion. Mais sur le principe, c'est exactement comme ça qu'on ferait. Donc j'ai 2 shards Neo4j, et donc qui vont contenir les données des forums. D'accord? Donc ici, j'ai les données Fabric. Je suis désolé, je ne peux pas. J'ai ma base de données Fabric. Et sur cette base de données, je vais pouvoir consulter mes bases de données distantes. J'ai ma base de données personne, et on voit que si je regarde le schéma dans mon shard personne, vous voyez que là, en fait, j'ai juste des labels tout seul, mais en fait, il y a pas de... J'ai tout supprimé, en fait. Il n'y a rien sur les forums, les posts et les commentaires. Si je regarde, est-ce qu'il y a des posts dans cette base de données? Il n'y a rien du tout. Donc, on se retrouve uniquement avec les personnes, le fait qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles ont des centres d'intérêt, des tags, qu'elles travaillent dans des organisations et qu'elles sont localisées dans des pays ou des villes. D'accord? Mais il n'y a rien d'autre. Et puis, c'est pareil par contre, sur les 2 shards forums, là, cette fois, j'ai bien des forums. Et mon schéma,
il est complet, sauf que les personnes ne se connaissent pas entre elles dans ce schéma-là. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu avec Bloom quel est ce modèle de données. On va le regarder un petit peu quand même en détail. Donc là, j'ai Bloom en local avec une base qui est complète, qui contient tout le jeu de données, mais en local sur une seule instance. Et en fait, ce jeu de données a été scindé, distribué sur plusieurs instances AWS. Mais si je le regardais tout seul dans Bloom, eh bien, je verrais effectivement donc, ces personnes qui étudient ou travaillent dans une entreprise ou une université. Cette entreprise ou université, elle est située dans un pays. Ce pays ou cette ville est située elle-même dans un pays ou une ville, etc., une région. Ces personnes sont modérateurs ou membres d'un forum. Ce forum, eh bien, il y a des centres d'intérêt, des tags, qui sont eux-mêmes typés dans d'autres tags, qui sont eux-mêmes des sous-classes de classes de tags. Dans ces forums, donc ce forum contient des posts, et sur ces posts, donc ces posts ils sont faits par des gens, ou ils sont aussi likés par des personnes. Et puis ensuite, il y a des commentaires qui sont des réponses à ces posts. Ces commentaires, ils ont aussi des tags. Ces commentaires, ils sont likés par des personnes, et ces commentaires, ils sont créés par des personnes. Et puis, on peut aussi avoir des commentaires qui sont des réponses à des commentaires, qui sont eux-mêmes tagués, etc. Voilà, on voit le modèle un peu dense de réseau social. Si je voulais regarder en particulier des personnes qui sont dans ce réseau social, je pourrais en prendre une, hop, et puis regarder tout autour, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et donc, les forums en vert, etc. Donc, je pourrais conserver uniquement ces forums et cette personne. Et puis aller explorer un peu plus. Alors, sur ces forums, est-ce qu'il y a en particulier des messages alors, voilà, donc il y a 223 messages. Et puis ces posts, ils concernent quel tag en particulier, d'accord? Ou ces posts, ils sont localisés dans quel pays? Voilà. Quelles sont les localisations? Par exemple, la Nouvelle-Zélande. Ici, ça va être le Swaziland, donc ça a l'air d'être un forum un petit peu international. Très bien. Bon, évidemment, c'est un jeu de données synthétique. Donc voilà le jeu de données auquel on fait face. Alors maintenant, je vais me poser des questions sur ce jeu de données, et je vais distribuer ces questions sur mes différentes instances Neo4j. Alors ces questions, c'est pas moi qui vais me les poser réellement. En fait, c'est le Linked Data Benchmark Council qui impose un certain nombre de questions. Alors je vais commencer par une requête simple, donc sur Fabric. Donc sur mon instance Fabric, je vais pouvoir consulter différents graphes. Alors là, je vais dire, je veux aller regarder tous les graphes qui sont dans ma config Fabric, et je voudrais enlever le graphe des personnes, puisque ce qui m'intéresse, c'est les forums. Donc je vais aller chercher pour tous ces instances forums, et là j'en ai deux, d'accord. Ben, je vais aller chercher des forums, et je vais renvoyer le titre des forums. Et donc quand j'exécute cette requête, je me retrouve avec les noms des forums qui sont sur différentes instances. Si j'avais mis limite 3 ici, ben, je me retrouve avec 3 instances de forums qui sont distribuées sur le graphe 0, et 3 instances de forums sur le graphe 1. Et si maintenant j'avais dit je ne veux pas non plus le graphe 1, d'accord. Alors attends, je fais
mettre quand même une syntaxe Cypher qui est correcte. Là, ce sera mieux. Alors, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Faut que tu mettes le note avant GraphID. Leur note. Pardon. Merci Pierre. Voilà. Donc là, j'ai uniquement les forums de mon graphe numéro 0. D'accord. Si j'avais fait comme ça, j'aurais les forums de mon graphe numéro 1. Bon. Et alors, c'est là que je peux m'attaquer à une requête fabrique qui va être beaucoup plus importante. Alors, cette fois, je vais dire, je voudrais aller chercher. Donc, j'ai fixé une personne, donc voilà, $personne, ça c'est un paramètre. Et puis, je vais aller chercher dans mes graphes de forum, je vais aller chercher cette personne. Elle a posté des messages. Et ces messages, ils ont été likés par d'autres personnes. Donc, je vais aller chercher ces personnes, donc l'identifiant du liker, les messages, et puis la date de création. Voilà. Donc ça, je vais le chercher sur mes forums dans les deux graphes distribués. Donc, je les ordonne par date. Et puis, je vais aller chercher cette fois dans le char de personnes. Je vais chercher ceux qui ont liké ces posts, d'accord. Et je vais aller chercher les personnes qui ne connaissent pas la personne. Donc, en gros, la recommandation, c'est que j'ai ces relations, je connais une personne, d'accord. J'ai des personnes qui likent mes posts, qui sont sur différents forums, qui sont distribués sur différentes instances. Eh bien, je voudrais aller chercher si ces personnes, c'est des nouvelles. Est-ce que je les connais ou pas? Voilà. Et donc, le résultat de tout ça, ben, ça me donne toutes les personnes qui likent les posts avec la date. D'accord. Et puis, le contenu du message, etc. Et puis, à la fin, je vois, il y a une personne que je ne connais pas encore et qui a mis un message sur ce forum. Donc, je vais pouvoir faire une recommandation personnalisée à la personne en question pour pouvoir lui proposer de rentrer en contact. Et ça, c'est une requête qui a été distribuée à la fois sur les shards des forums et sur le shard des personnes. Et c'est le genre de requête, si j'ai 2 shards, 10 shards, 100 shards, 1000 shards, eh bien, toujours la même latence, ça passe à l'échelle.